Parfois, le mal n'arrive pas en criant, mais avec un sourire poli, et c'est justement ce qui le rend effrayant. Combien d'entre nous ne se sont-ils pas demandé, en silence, si cette personne si charmante ne cachait pas quelque chose derrière ses yeux? Carl Jung disait que chaque homme porte une ombre, et que lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle gouverne. Mais que se passe-t-il quand cette ombre devient plaisante, quand la douleur d'autrui devient une nourriture? Peut-être avez-vous déjà ressenti cet étrange frisson, une critique déguisée en blague, un silence qui pèse plus que 1000 mots, un regard qui semble évaluer au lieu d'accueillir, de petits signes qui sèment le doute. Suis-je en train d'exagérer? Est-ce que le problème vient de moi? C'est le piège. Le narcissique malveillant se déplace précisément dans l'espace entre votre certitude et votre confusion. Dans cette vidéo, nous allons exposer 3 signes effrayants qu'un narcissique est devenu malveillant, à la lumière de la psychologie profonde de Carl Jung. Non pas pour alimenter la peur, mais pour offrir de la clarté, car voir ce qui est caché est le premier pas vers la libération. Et la récompense est immédiate. La conscience que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez plus besoin d'être l'otage de manipulations invisibles. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque détail révélé ici peut changer la façon dont vous voyez vos relations et, plus important encore, comment vous vous voyez vous-même. Et dès le début, je veux vous inviter à participer. Écrivez dans les commentaires, en une phrase courte, ce que vous ressentez en entendant que le mal peut sourire. Votre voix fait partie de cette communauté de recherche de clarté et de liberté. Et si ce sujet a déjà résonné en vous, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et la partager. Ainsi, ensemble, nous pourrons étendre ce message et aider plus de gens à s'éveiller de l'ombre à la lumière. À première vue, le narcissique malveillant ne semble pas menaçant. Il apparaît avec un sourire répété, des mots captivants, des gestes qui semblent spontanés, mais sont calculés. La première impression est presque toujours celle du charme, quelqu'un de sûr de lui, plein de magnétisme, capable d'attirer comme s'il était un soleil particulier. Cependant, l'éclat qui fascine ne naît pas d'une lumière authentique, mais d'un reflet artificiel, construit pour séduire et distraire. C'est le masque social, le voile qui cache ce qui se déplace dans l'ombre. Carl Jung rappelait que ce que l'homme refuse de voir en lui-même devient sa destinée. Le narcissique malveillant vit cette vérité de près. Il rejette sa propre obscurité et, au lieu de l'affronter, la projette sur les autres, transformant chaque relation en scène de théâtre. Son masque n'est pas seulement une protection contre le monde, c'est une carapace dorée qui l'emprisonne dans des rôles, le condamnant à ne jamais se montrer entièrement. Quiconque croise son chemin perçoit un mélange de chaleur et de glace, une harmonie artificielle qui semble trop réelle pour être vraie. Cette façade est construite à partir des désirs des autres. Le narcissique observe avec des yeux attentifs, imite les gestes, reflète des émotions qu'il ne ressent pas, apprend à lire les besoins pour reproduire la réponse parfaite. C'est comme un miroir qui renvoie seulement ce que l'autre veut voir, créant le sentiment d'une rencontre profonde. Cependant, ce reflet n'a pas de substance propre. Il est vide, un tour de passe-passe psychologique raffiné. La séduction dans ce jeu n'est pas un simple hasard. Chaque mot est étudié, chaque détail est répété. Le masque est le déguisement qui protège la fragilité de l'ego, mais aussi l'arme qui conquiert la confiance. Il sert de bouclier et d'hameçon, attirant des victimes qui croient avoir trouvé quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'est que plus tard qu'elles réalisent qu'elles étaient face à un acteur infatigable, capable de changer de personnage en fonction du public. C'est justement dans cette capacité d'adaptation que réside le danger. Le narcissique malveillant n'a pas d'identité stable. Il façonne sa personnalité selon les besoins du moment. Devant certains, il apparaît comme un ami loyal, devant d'autres, comme un amant passionné, et dans d'autres scénarios, comme un leader inspirant. Cette multiplicité, cependant, n'est pas une richesse d'âme, mais un vide déguisé en abondance. Plus il présente de visages, plus il est loin de toute vérité intérieure. Le masque se nourrit également de la fragilité des autres.
Plus quelqu'un a besoin de validation, plus il devient facilement la proie de ses paroles douces et de ses regards persuasifs. C'est comme un chasseur silencieux qui renifle les insécurités et y enfonce ses griffes. La personne séduite se sent vue comme jamais auparavant, et c'est précisément ce sentiment d'exclusivité qui renforce le piège. Cependant, derrière cette surface polie, réside le vide de l'authenticité. Il n'y a pas de profondeur dans les éloges, ni de sincérité dans l'affection. Tout est performance, mise en scène, calcul. Ce qui semble être une connexion est en fait une manipulation. Ce qui semble être de la sollicitude n'est qu'une stratégie de conquête. Le masque, tout en charmant, isole le narcissique de toute possibilité d'aimer réellement. Et c'est là que réside la tragique ironie. Celui qui porte le masque pour dominer l'autre en devient l'esclave. Il ne peut pas l'enlever sans risquer d'être rejeté. Il ne peut pas se montrer sans perdre le pouvoir qu'il a conquis. Il vit emprisonné dans son propre théâtre, condamné à jouer à jamais dans un spectacle sans public sincère. C'est le masque qui protège, mais aussi le masque qui détruit. Beaucoup décrivent le sentiment d'être près d'un narcissique malveillant comme un mélange de fascination et de malaise. Il y a quelque chose en lui qui charme et repousse en même temps, comme un parfum trop doux qui étouffe après quelques instants. Cette contradiction est la signature du masque. Il offre ce que l'on désire, mais en excès, jusqu'à ce que le charme devienne suspect. Le plus inquiétant est que le masque ne tombe jamais complètement. Il peut se fissurer dans les moments de colère, révéler des fissures dans les moments d'impatience, mais il est rapidement reconstitué avec encore plus d'habileté. La victime qui espère voir le vrai visage aura rarement ce privilège, car le narcissique ne montre son essence que lorsqu'il croit être en total contrôle. D'ici là, tout ce que l'on voit est une mise en scène. C'est pourquoi reconnaître le masque est une première étape vitale. Non pas pour l'arracher, car ce geste serait inutile, mais pour ne pas se laisser hypnotiser par lui. Savoir que le charme initial n'est pas une preuve d'authenticité est déjà une forme de protection. La conscience agit comme un miroir propre qui renvoie au narcissique sa propre farce, l'empêchant de devenir un poison invisible. Et peut-être est-ce là que la philosophie trouve son utilité. Lorsque nous apprenons à regarder au-delà de la surface, à ne pas nous laisser séduire uniquement par des mots bien choisis ou des gestes charismatiques. Le stoïcisme, tout comme la psychologie jungienne, nous enseigne que la vraie liberté commence lorsque nous cessons de réagir au spectacle des autres. Car au final, le masque du narcissique malveillant n'a de pouvoir que tant que nous croyons qu'il est réel. Il y a quelque chose de troublant dans le regard du narcissique malveillant lorsqu'il perçoit la souffrance qu'il a causée. Ce n'est pas un regard de regret ni de neutralité. C'est un regard qui s'illumine, comme s'il avait trouvé de la nourriture. Pour lui, la douleur de l'autre n'est pas un accident de parcours, mais une victoire silencieuse. À chaque larme versée, à chaque silence lourd qu'il laisse planer dans l'air, il ressent une forme de pouvoir qui l'enivre. C'est à ce moment que son ombre révèle un goût amer pour la destruction émotionnelle. Carl Jung disait que l'homme porte en lui un autre inconnu, l'ombre, qui garde à la fois les instincts réprimés et les désirs inavouables. Le narcissique malveillant, au lieu d'intégrer cette ombre, se laisse guider par elle comme un prisonnier fidèle. Le plaisir dans la douleur des autres en est l'expression, un signe que la partie la plus sombre de sa psyché a pris le contrôle, transformant l'empathie en arme et la vulnérabilité en spectacle. Le plus curieux est que ce plaisir se manifeste rarement par des explosions ouvertes. Au contraire, il préfère la subtilité, des commentaires qui semblent innocents mais qui blessent comme des lames, des attitudes déguisées en négligence mais qui portent une intention précise. C'est dans ce jeu délicat que se révèle son pouvoir, car la souffrance de l'autre doit être prolongée, savourée, répétée. Il ne suffit pas de blesser, il faut observer la blessure s'approfondir. Ce comportement met en lumière une vérité inconfortable.
Le narcissique malveillant ne cherche pas seulement l'admiration, mais aussi le contrôle sur l'état émotionnel de son entourage. Quand il parvient à transformer la joie en tristesse, l'espoir en découragement, la confiance en soi en doute, il se sent comme un dieu caché qui manipule les destins. Cette sensation de domination est addictive, et plus il s'en nourrit, plus il s'éloigne de toute humanité. C'est pourquoi, pour ceux qui vivent avec lui, les petites victoires quotidiennes, un sourire, un geste d'indépendance, une affirmation d'identité, deviennent des menaces. Il les observe avec dédain et cherche rapidement des moyens de les saper. Le plaisir de détruire ne se limite pas aux grands gestes. Il trouve sa satisfaction dans les détails, dans les fissures qui affaiblissent lentement la structure émotionnelle de la victime. Ce processus rappelle le travail patient de celui qui fait couler de l'eau sur une pierre. Il n'y a pas de précipitation, pas de bruit, juste la certitude qu'avec le temps, la résistance s'érode. Le narcissique malveillant sait que la douleur constante, même subtile, est plus efficace que la violence ouverte. La victime s'habitue à la souffrance, commence à trouver naturelle la sensation d'inadéquation jusqu'à ne plus distinguer où sa propre voix se termine et où commence l'écho des manipulations. Le plaisir de la douleur des autres comporte également un élément de vanité secrète. Le narcissique observe son travail, comme un artiste observe son œuvre, enchanté par la capacité de modeler les émotions et les destins. Il y a de l'ironie là-dedans. Il se sent créateur, mais sa création est toujours une destruction. Au fond, il est comme un sculpteur qui ne sait utiliser que des marteaux, incapable de comprendre que la vraie grandeur n'est pas de briser, mais de construire. Les victimes se demandent souvent, fait-il ça exprès ? Ressent-il vraiment du plaisir à ça ? La réponse, aussi cruelle qu'elle puisse paraître, est oui. Bien que pas toujours consciemment, il y a une satisfaction indéniable à voir l'autre perdre son éclat, à voir la vie se flétrir sous ses yeux. C'est à cet instant que le masque du sujet précédent se connecte à la réalité. Derrière le charme séduisant réside quelqu'un qui se nourrit de ce qui devrait être sacré, la dignité émotionnelle de l'autre. Ce plaisir caché explique aussi la difficulté de rompre le cycle. Lorsque la victime tente de retrouver ses forces, le narcissique revient avec des gestes de bonté apparente, non par regret, mais pour prolonger le spectacle. C'est comme le chat qui lâche la souris juste pour la capturer à nouveau. Le plaisir ne réside pas seulement dans l'acte de blesser, mais dans le contrôle du rythme de la douleur. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce comportement révèle de la fragilité et non de la force. Le besoin de détruire l'autre naît de l'incapacité à affronter son vide intérieur. Plus il trouve du plaisir dans la douleur des autres, plus le gouffre qu'il essaie d'éviter en lui-même est profond. C'est un cycle sans fin, blessé pour ne pas affronter sa propre blessure. Et dans ce paradoxe, il entraîne avec lui tous ceux qui s'approchent. Mais ici s'ouvre également une brèche pour la conscience. Reconnaître ce plaisir caché, c'est comprendre que la souffrance n'est pas le résultat de faiblesses personnelles, mais une arme dirigée de manière calculée. La victime, en comprenant cela, cesse de se sentir coupable, et c'est le premier pas vers la liberté. La douleur perd une partie de son pouvoir lorsque l'on reconnaît son origine. Et c'est à ce moment que la philosophie stoïcienne se dresse comme un bouclier. En comprenant que la douleur provoquée par l'autre ne définit pas son essence, la victime regagne du terrain. Le narcissique malveillant peut se nourrir de la souffrance, mais il rencontre un obstacle infranchissable face à celui qui apprend à ne pas réagir comme prévu. Le plaisir de la douleur n'existe que s'il y a une réaction. Sans elle, sa fête devient silence. La manipulation d'un narcissique malveillant se présente rarement comme un coup direct. Au contraire, elle se déplace dans les fissures, les silences, les petits gestes qui semblent inoffensifs. C'est comme un courant souterrain qui entraîne lentement, sans que la victime ne se rende compte qu'elle ne marche plus de ses propres pieds. Il n'y a pas de cris ni de menaces claires, il y a des insinuations, des regards calculés, des pauses qui insinuent de la culpabilité. La subtilité est sa plus grande arme, car elle la rend presque invisible. Carl Jung parlait de la sombra collective.
cette énergie qui agit derrière ce qui est conscient, façonnant les choix sans que nous nous en rendions compte. Le narcissique malveillant incarne ce principe dans ses relations. Il plante des idées comme on sème des graines dans un sol fertile, de petites phrases qui semblent anodines, mais qui, avec le temps, germent comme des doutes corrosifs. Es-tu sûr de ça? Tu n'exagères pas? Des questions simples qui fonctionnent comme des hameçons invisibles. Cette manipulation fonctionne car elle n'attaque pas directement. Elle sape. Elle ne détruit pas immédiatement, mais affaiblit petit à petit. La victime, sans s'en rendre compte, commence à remettre en question sa propre mémoire, sa capacité de jugement et même la légitimité de ses émotions. Le nom moderne pour cela est le gaslighting, mais pour Jung, ce serait l'ombre agissant sur la conscience, la confondant, faisant en sorte que la réalité devienne un labyrinthe sans issue claire. Le narcissique malveillant n'a pas besoin d'élever la voix pour dominer. Il suffit d'ajuster le ton, de choisir le bon mot, de créer une atmosphère d'incertitude. Il sait que l'esprit humain craint plus le doute que la douleur. Le doute ronge lentement, transformant la sécurité en hésitation. Et quand quelqu'un hésite, il est prêt à être guidé. Non pas parce qu'il a confiance, mais parce qu'il a perdu confiance en lui-même. Une autre ressource est l'inversion des rôles. Il se positionne comme victime alors qu'il est l'agresseur. Il devient la personne injustement traitée, mal interprétée, l'être sensible, incompris. Cette inversion crée un nœud émotionnel. La victime, déjà fragilisée, se sent coupable de causer de la douleur à son propre bourreau. C'est un vieux truc, mais dévastateur, car il transforme la compassion en menotte. Tout cela se passe de manière si discrète que ceux qui observent de l'extérieur le perçoivent rarement. Amis, famille ou collègues peuvent eux-mêmes voir du charme, du dévouement, voire de la sensibilité. Peu s'imaginent que, en coulisses, il y a une ingénierie psychologique de contrôle. Cette invisibilité est une partie essentielle de la stratégie. Le narcissique a besoin de paraître irréprochable aux yeux du monde, afin que sa victime ne trouve jamais de soutien réel. Il y a aussi l'utilisation calculée du silence. Ne pas répondre, ne pas expliquer, ne pas valider. Ce vide crée un inconfort insupportable, obligeant l'autre à combler l'espace avec des excuses, des explications, des justifications. Le silence, dans ce cas, n'est pas une absence de mots, mais une pression constante, une forme de communication aussi puissante que n'importe quel discours. C'est l'écho qui façonne le comportement. La manipulation invisible peut prendre la forme de gestes quotidiens, un compliment suivi d'une critique, une attention soudaine suivie de froideur. Cette alternance crée un état de confusion émotionnelle qui crée une dépendance. La victime se met à vivre dans l'attente de la prochaine miette d'affection, croyant que si elle fait suffisamment d'efforts, elle retrouvera cette chaleur initiale. Elle ne se rend pas compte qu'elle est conditionnée, comme un oiseau entraîné à toujours retourner à sa cage. Cette dynamique ressemble beaucoup à un jeu d'échecs silencieux. Chaque mouvement est pensé 3 coups à l'avance. Chaque mot porte une stratégie cachée. Mais, contrairement au vrai jeu, ici, l'échiquier n'est pas visible. La victime joue sans connaître les règles, tandis que le narcissique contrôle non seulement les pièces, mais aussi le rythme et l'échiquier lui-même. Cependant, même la manipulation la plus subtile laisse des traces. De petites incohérences, des contradictions dans les gestes, des lapsus d'expression. C'est dans ces détails que le masque commence à se fissurer. Le problème est que, souvent, la victime ne fait pas confiance à sa perception et ignore ses signes. Elle n'a pas le courage de croire en elle-même face à quelqu'un qui semble avoir toutes les réponses. La manipulation invisible est efficace car elle s'installe comme une seconde peau. Après un certain temps, la victime ne distingue plus ce qu'elle pense de ce qu'on l'a incité à penser. Ses choix ne sont plus libres, mais façonnés par le regard de l'autre. C'est à ce moment que la philosophie devient fondamentale. Retrouver la clarté intérieure, cultiver le courage de faire confiance à son propre jugement, retrouver le fil de la raison qui ne peut pas être détourné. Et c'est précisément ici que la possibilité de résistance surgit.
Le narcissique malveillant peut essayer de tout manipuler, mais il ne peut pas contrôler la conscience éveillée. Quand quelqu'un apprend à observer sans réagir, à questionner sans se perdre, à douter du doute, la manipulation perd de sa force, car au fond, elle n'existe que tant qu'elle reste invisible. Une fois éclairée, elle se transforme en une ombre de plus, fuyant la lumière. Carl Jung disait que l'ombre est tout ce que l'individu refuse de reconnaître en lui-même. Il ne s'agit pas seulement de défauts ou de faiblesses, mais aussi de potentiels oubliés, de forces endormies, d'aspects que la conscience n'accepte pas d'intégrer. Chez le narcissique malveillant, cette ombre prend vie. Ce qui devrait être affronté et assimilé devient un monstre interne, projeté sur les autres, nourri par le ressentiment, l'envie et le désir de contrôle. Le narcissique malveillant vit en guerre contre sa propre obscurité, mais au lieu de l'affronter, il trouve dans la manipulation un moyen de l'expulser. Il attribue à l'autre la culpabilité qu'il ne supporte pas de ressentir, jette sur les autres la honte qui le consume, transfère à la victime le poids de ses propres échecs. Ainsi, son ombre n'est pas guérie, mais répandue comme un poison silencieux, corrodant toutes les relations qu'elle touche. Ce refus de gérer l'ombre crée un faux personnage, l'image idéalisée qu'il présente au monde. Charismatique, généreux, admirable, tout est soigneusement construit pour masquer la tempête intérieure. Mais, comme l'enseignait Jung, plus nous nions l'ombre, plus elle gagne en force. Le narcissique malveillant ne se rend pas compte qu'en essayant de la cacher, il la nourrit en fait, jusqu'à ce qu'elle devienne sa véritable identité cachée. Lorsque l'ombre domine, le plaisir de la douleur des autres et la manipulation invisible deviennent des expressions naturelles. Ce qui pour les autres sonne comme de la cruauté, pour lui est juste une nécessité. L'ombre, non intégrée, exige une nourriture constante. Elle a besoin d'humilier pour se sentir grande, de blesser pour croire qu'elle existe, de contrôler pour ne pas affronter son propre vide. C'est un cercle vicieux, une prison psychologique dont il ne s'échappe pas. Cette dynamique n'est pas différente de ce que Jung décrivait comme la projection. Le narcissique voit chez l'autre ce qu'il craint le plus en lui-même. S'il méprise la fragilité, il humiliera celui qui fait preuve de sensibilité. S'il ne supporte pas sa propre médiocrité, il attaquera tout éclat authentique qu'il rencontrera. Chaque acte de destruction est au fond un reflet de ce qu'il ne peut pas supporter en lui-même. Le tragique est que plus il projette, plus il s'éloigne de toute possibilité de rédemption. En refusant de reconnaître l'ombre, il perd la chance de grandir avec elle, de la transformer en source de sagesse. Contrairement à l'individu qui affronte ses contradictions et mûrit, le narcissique malveillant reste prisonnier de l'enfance émotionnelle, toujours en train de réagir, toujours en train de fuir, toujours en train de blâmer l'autre. Vivre sous l'influence de cette ombre est comme marcher dans une pièce sombre, remplie de miroirs brisés. Il se blesse à chaque pas, mais au lieu de remarquer la coupure, il montre du doigt celui qui est à côté de lui. La douleur qu'il ressent n'est jamais la sienne. Elle appartient toujours à l'autre. Cette incapacité à assumer la responsabilité est ce qui le maintient dans le cycle de destruction. Jung croyait qu'intégrer l'ombre ne signifiait pas l'éliminer, mais reconnaître son existence et apprendre à vivre avec elle. Pour le narcissique malveillant, cette tâche semble impossible. Son masque dépend du déni de l'ombre. Admettre sa présence serait admettre que tout son château d'illusions est fragile. Et c'est exactement cette peur qui le rend si dangereux. Il préfère détruire des relations entières plutôt que d'affronter son propre miroir. Mais paradoxalement, c'est cette même ombre qui révèle ses failles. Aussi habile soit-il dans la manipulation, il y aura toujours un glissement, un excès, une contradiction qui lui échappe. C'est dans ces moments que la victime peut percevoir la vérité cachée, le regard dur qui apparaît entre les sourires, le mot cruel déguisé en blague, la colère qui explose à la moindre critique. Tous des signes que l'ombre est à l'affût, prête à prendre le contrôle.
Comprendre l'ombre jungienne, ce n'est pas seulement comprendre le narcissique, mais aussi se comprendre soi-même. Après tout, nous portons tous une partie cachée que nous ne voulons pas voir. Ce qui nous différencie, c'est le choix. Certains l'affrontent et grandissent, d'autres la nient et en deviennent les esclaves. C'est la frontière entre celui qui trouve la liberté intérieure et celui qui plonge dans le labyrinthe de sa propre obscurité. Pour ceux qui vivent avec le narcissique malveillant, la conscience de l'ombre est libératrice. Savoir que la cruauté ne naît pas de ses propres failles, mais de l'obscurité de l'autre, empêche la culpabilité de s'enraciner. C'est comme allumer une petite flamme au milieu de la nuit. L'ombre existe toujours, mais elle ne domine plus tout l'espace. Au final, Jung nous invite à regarder en nous et à reconnaître notre propre obscurité avant qu'elle ne nous domine. Le narcissique malveillant est un exemple extrême de ce qui se passe lorsque nous refusons cette tâche. Mais pour celui qui s'éveille, sa présence peut être une leçon douloureuse. Soit nous affrontons notre ombre et l'intégrons, soit nous serons dévorés par elle. Le cycle de l'abus émotionnel pratiqué par le narcissique malveillant est un scénario cruel qui se répète en silence, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre sans fin. Au début, il y a la phase d'idéalisation. La victime est placée sur un piédestal, complimentée, admirée, traitée comme unique. Le narcissique l'enveloppe d'un charme presque magique, créant l'illusion d'avoir trouvé quelqu'un de spécial, différent de tous les autres. C'est la phase où les fleurs poussent même dans le désert, où tout semble possible, mais cette lune de miel ne dure pas. La deuxième étape arrive rapidement, la dévalorisation. De petits commentaires acides apparaissent au milieu des sourires. Des critiques subtiles se cachent sous le déguisement de la préoccupation. Et des gestes de froideur remplacent la chaleur initiale. Ce qui était autrefois de l'affection se transforme en silence calculé. Et la victime commence à se demander ce qu'elle a fait de mal. C'est à ce stade que le jeu devient plus pervers, car la chute de l'idéalisation fait aussi mal que l'absence d'amour véritable. L'alternance entre affection et froideur déroute et affaiblit. La victime, toujours attachée au souvenir de la phase initiale, croit qu'elle peut retrouver l'éclat perdu si elle fait juste plus d'efforts. Cet effort, cependant, ne fait qu'alimenter le pouvoir du narcissique, qui observe avec plaisir le désespoir de l'autre, essayant de regagner ce qui n'a jamais été réel. C'est une course vers un horizon qui s'éloigne toujours. Lorsque la victime est suffisamment fragilisée, vient le rejet. Soudain, tout le charme disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Le narcissique tourne le dos, remplace sans préavis, et ne laisse derrière lui que l'écho des promesses brisées. Ce moment est dévastateur, car il révèle la vérité la plus cruelle. Le lien n'a jamais été authentique, mais seulement un jeu de pouvoir. La victime est laissée seule avec les débris de sa propre identité. Le rejet, cependant, n'est pas la fin. Souvent, le cycle recommence. Le narcissique revient avec des mots doux, des gestes de regret apparents, une nouvelle vague d'attention qui ravive l'espoir. C'est le fameux hoovering, comme s'il aspirait à nouveau la victime dans son champ de contrôle. Et ainsi, la roue tourne encore une fois, emprisonnant la victime dans une spirale de douleur et de confusion. Ce cycle a un effet dévastateur sur la psyché. À chaque répétition, la confiance en soi se fragmente un peu plus, la clarté mentale s'obscurcit, l'identité s'affaiblit. La victime se met à vivre dans un état d'alerte constant, essayant de prévoir les humeurs du narcissique, mesurant ses mots, ajustant ses comportements. C'est comme marcher sur un sol de verre brisé. Chaque pas peut être le dernier avant la chute. Le plus pervers est que, tout en causant de la douleur, le cycle crée une dépendance. Le cerveau, habitué à l'alternance de récompenses et de punitions, devient dépendant de l'imprévisibilité. Comme un joueur devant une roulette, la victime espère qu'à un moment donné, le prix viendra. Cet espoir irrationnel maintient le lien, même lorsque la logique crie déjà qu'il est temps de fuir. Carl Jung dirait que ce cycle est la répétition inconsciente d'un drame intérieur. Le narcissique revit sa propre ombre dans chaque relation et la victime, sans s'en rendre compte, se retrouve intégrée à ce théâtre.
Mais contrairement à une pièce écrite à l'avance, il est possible de quitter la scène. Reconnaître le schéma est le premier pas pour le briser. Il faut comprendre que l'idéalisation n'a jamais été de l'amour, mais de la manipulation, que la dévalorisation n'a jamais été la vérité, mais de la projection, que le rejet n'est pas une preuve de faiblesse de la victime, mais de vide de l'agresseur. Quand cette clarté apparaît, le cycle commence à perdre de sa force. La roue ne tourne plus avec la même intensité, et la possibilité de retrouver son autonomie émerge. Le chemin de la sortie demande du courage et du soutien. Il est difficile de rompre quand le cœur désire encore croire en la phase initiale, mais l'esprit éveillé sait qu'il ne s'agissait que d'un masque. Le stoïcisme, ici, offre un antidote puissant. Apprendre à séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas. Le comportement du narcissique ne dépend pas de nous. La décision de ne plus réagir comme avant, oui. Avec le temps, la victime se rend compte qu'elle n'a plus besoin d'attendre des miettes. Elle découvre que sa dignité ne se trouve pas dans les mains de l'autre, mais dans son propre silence ferme, dans sa capacité à dire non, dans son choix de ne plus entrer dans le jeu. Cet éveil est lent, mais chaque pas en dehors du cycle est une victoire qui ne peut pas être annulée. Et peut-être est-ce la plus grande leçon. Le cycle de l'abus émotionnel ne se maintient que s'il a un public. Quand la victime cesse de réagir comme prévu, quand elle cesse de se sentir coupable, quand elle refuse de retourner sur scène, le spectacle perd de sa force. Le narcissique peut essayer de répéter le scénario, mais le cœur éveillé ne se laisse plus emprisonner par la même pièce. Vivre avec un narcissique malveillant ne laisse pas seulement des marques dans le présent, il laisse des cicatrices profondes dans l'âme. L'abus émotionnel n'est pas visible comme une blessure physique, mais il corrode de l'intérieur, silencieusement, jusqu'à ce que la victime se retrouve devant le miroir et ne reconnaisse plus son propre visage. Ce qui était autrefois spontanéité, joie et confiance se transforme en doute, peur et silence. Peu à peu, l'essence s'éteint, comme une flamme qui lutte contre le vent. Le premier effet est l'érosion de l'estime de soi. La victime commence par croire qu'elle est forte, qu'elle peut gérer les jeux, mais les critiques constantes, les manipulations subtiles et le cycle interminable de dévalorisation minent cette force. À un moment donné, elle en vient à croire qu'elle mérite la douleur qu'elle ressent. Le narcissique ne fait pas que blesser, il installe l'idée que la victime est responsable de sa propre blessure. Cette inversion cruelle est ce qui détruit le plus de l'intérieur. Un autre impact dévastateur est la perte de confiance en sa propre perception. Le gaslighting constant fait que la victime doute de sa mémoire, de ses sentiments et même de sa propre santé mentale. Un simple « tu exagères » répété un nombre incalculable de fois a le pouvoir de corroder la certitude la plus solide. L'esprit se met à vivre sur un terrain instable où rien n'est sûr et le monde intérieur devient un labyrinthe d'insécurité. Cet état de confusion ouvre la voie à l'anxiété. La victime vit en alerte constante, essayant de prévoir les humeurs du narcissique, mesurant ses mots, ajustant ses comportements. C'est comme marcher sur un champ de mine. Chaque pas peut déclencher une explosion émotionnelle. Le corps réagit avec une tension permanente, des nuits agitées, un cœur qui s'accélère. Ce qui devrait être la vie quotidienne devient une question de survie. Avec le temps, un type de dépression silencieuse s'installe également. Le poids émotionnel s'accumule et l'espoir s'éteint. La victime ne rêve plus comme avant, ne se sent plus capable de changer son histoire. Elle se met à vivre en mode automatique, s'adaptant à la douleur comme si elle était naturelle. C'est un emprisonnement psychologique qui vole non seulement le présent, mais aussi la possibilité d'imaginer un futur différent. Mais peut-être que l'effet le plus cruel est la sensation d'isolement. Comme le narcissique manipule aussi souvent son image sociale, la victime ne trouve souvent pas de compréhension autour d'elle. Des amis peuvent douter, la famille peut minimiser, les collègues peuvent ne voir que le côté charmant de l'agresseur.
Cet abîme entre la douleur vécue et la perception extérieure crée un sentiment de solitude presque insupportable. C'est à ce moment que la victime commence à intérioriser la voix du narcissique. Même lorsqu'il n'est pas présent, ses jugements résonnent dans son esprit. La critique devient de l'autocritique, le mépris devient de l'automépris. L'agresseur n'a plus besoin de parler. La victime parle pour lui, répétant en silence les mêmes accusations qu'elle a entendues si longtemps. C'est comme si l'ennemi s'était installé dans sa propre conscience. Cependant, même dans cette obscurité, il y a une étincelle qui résiste. L'âme peut être blessée, mais pas détruite. Il y a toujours une partie qui sait que quelque chose ne va pas, qui sent qu'elle mérite mieux, qui pressent que la douleur n'est pas naturelle. Cette étincelle est fragile, mais elle est suffisante pour initier un processus de libération. L'éveil commence lorsque la victime apprend à faire à nouveau confiance à cette voix intérieure. La philosophie stoïcienne peut être un baume dans ce processus. Elle enseigne que nous n'avons pas de pouvoir sur les actions des autres, mais nous avons le choix sur la manière de réagir. Reconnaître que la douleur imposée ne définit pas l'identité est un acte de résistance silencieuse. Chaque fois que la victime se souvient que sa dignité ne dépend pas de l'approbation de l'agresseur, elle récupère un morceau d'elle-même. C'est un retour lent, mais puissant. Se remettre exige aussi de désapprendre. Il faut démonter les croyances qui ont été implantées. Le fait qu'on n'est pas suffisant, qu'on a besoin d'une approbation constante, qu'on n'existe que par le regard de l'autre. Chaque fois qu'elle reconnaît l'une de ses voix intérieures comme imposée, la victime fait un pas en dehors de la prison. Le processus est douloureux, mais il ouvre un espace pour une renaissance. Et cette renaissance n'est pas seulement possible, elle est inévitable pour celui qui choisit la conscience. L'âme qui a tant souffert devient, paradoxalement, plus forte et plus sage. La douleur se transforme en clarté, l'obscurité en sensibilité, la solitude en autonomie. Ce qui semblait être une destruction totale peut devenir la graine d'un nouvel être, plus libre, plus lucide, plus entier. Au final, les effets de l'abus émotionnel ne sont pas le dernier mot. Ils peuvent marquer, mais non pas à définir. Le narcissique malveillant a pu écrire des chapitres de douleur, mais la victime a le pouvoir d'écrire le reste de l'histoire. Et c'est dans cette écriture consciente que la vraie libération surgit. Quand l'âme cesse d'être l'otage de l'ombre de l'autre et recommence à briller de sa propre lumière. Identifier un narcissique malveillant, c'est comme déchiffrer une énigme dans la pénombre. Il se cache derrière un masque convaincant. Mais il y a toujours des fissures qui révèlent son vrai visage. Le défi est de percevoir ce qui n'est pas dit, de lire les silences, d'écouter le ton derrière les mots. Car les signes ne sont généralement pas évidents. Ils s'insinuent discrètement, presque comme des chuchotements qui demandent de l'attention. L'un des premiers signes est l'incohérence entre les mots et les actions. Le narcissique promet la générosité, mais agit avec égoïsme. Il parle d'empathie, mais pratique l'indifférence. Il se présente comme une victime, mais au fond, il est l'agresseur. Cette dissonance constante est un phare caché. Quiconque observe avec calme réalisera que sa vie est faite de discours qui ne se soutiennent pas par les faits. Un autre signe caché est le regard. Il y a des moments où même au milieu des rires et du charme, une froideur rigide apparaît dans les yeux, comme si, l'espace d'un instant, le masque glissait. C'est un regard qui n'accueille pas, mais évalue, qui ne partage pas, mais calcule. La victime peut ressentir un frisson sans comprendre pourquoi, mais cet instinct est une alerte précieuse. Le corps perçoit avant l'esprit ce que la logique s'entête à nier. L'utilisation du silence est également révélatrice. Le narcissique malveillant transforme l'absence de mots en arme. Face à un affront, il peut simplement se retirer, laissant la victime plongée dans la culpabilité. Lorsqu'il désire le contrôle, il ignore les messages, refuse les explications, prolonge l'attente. Ce vide n'est pas une négligence, mais une stratégie. Reconnaître cette manipulation, c'est comprendre que même l'absence de réponse communique le pouvoir.
Il y a aussi le modèle des critiques voilées. Ce ne sont jamais des attaques directes, mais des commentaires blagueurs qui blessent, des conseils qui humilient déguisés en préoccupation. La victime rit pour ne pas paraître lourde, mais à l'intérieur, la blessure s'ouvre. Ce style d'attaque subtile est plus destructeur, car il laisse le doute. Suis-je en train d'exagérer? Ce doute, planté comme un poison, est exactement ce qui maintient le narcissique en contrôle. Un autre signe caché est la hâte de créer de l'intimité. Le narcissique malveillant ne construit pas les liens lentement, il les envahit. Il déclare son admiration trop tôt, partage des secrets de manière stratégique, fait croire à la victime qu'il existe un lien unique et immédiat. Cette intensité soudaine est séduisante, mais artificielle. L'objectif n'est pas une proximité authentique, mais d'accélérer l'abandon émotionnel de l'autre. Il est également important d'observer comment il réagit aux petites critiques. Un simple commentaire peut déclencher en lui une fureur disproportionnée ou une froideur glaciale. Cette incapacité à gérer les contrariétés révèle l'ego fragile caché sous le masque de la confiance en soi. La victime se rend compte qu'elle marche toujours sur des œufs, craignant la réaction imprévisible face à la moindre chose. Cette peur constante est un signal d'alarme qui ne doit pas être ignoré. Le narcissique malveillant laisse aussi des traces dans ses relations passées. Si toutes les histoires se terminent avec lui en tant que victime et les autres en tant que coupables, il est probable que le récit soit plus un masque qu'une vérité. Le modèle des conflits répétés est un reflet de sa propre ombre projetée sur les autres. Écouter attentivement ces versions des faits est un moyen d'identifier la distorsion constante de la réalité. Un autre indice subtil est la façon dont il réagit à l'éclat des autres. Au lieu de célébrer, il minimise, critique ou détourne l'attention. La joie de l'autre est vue comme une menace et la réussite d'autrui devient une scène pour ses sarcasmes. Cette incapacité à tolérer la lumière des autres révèle l'ombre qui le domine et son besoin constant d'être le centre de l'attention. Ces signes, isolés, peuvent sembler petits, mais lorsqu'ils s'accumulent, ils forment un tableau clair. Incohérence, regard froid, silence calculé, critique voilée, intensité forcée, intolérance à la critique, modèle de conflit et envie déguisée. Ensemble, ils composent le portrait invisible d'un narcissique malveillant. Reconnaître ces signes est un acte de libération, non pas parce qu'il est possible de le changer, mais parce que cela donne à la victime la clarté nécessaire pour ne pas se perdre dans le jeu. Chaque détail perçu est comme une lampe allumée dans un couloir sombre. Plus il y a de lumière, moins il y a d'espace pour la manipulation invisible. Au final, les signes cachés ont toujours été là. Ce qui manquait, c'était le courage de croire en son propre instinct. Apprendre à faire confiance aux petites perceptions, aux sensations que le corps envoie, c'est récupérer la voix intérieure étouffée. Et quand cette voix se renforce, le masque du narcissique ne fait plus peur comme avant. Son pouvoir commence à se dissoudre dans la simple présence de la conscience éveillée. La libération intérieure face à un narcissique malveillant ne commence pas par la confrontation, mais par le silence de la conscience. Beaucoup croient que rompre exige une lutte ouverte, des réponses cinglantes ou une vengeance. Mais la vraie liberté naît lorsque la victime se rend compte qu'elle n'a plus besoin de participer au jeu. C'est à cet instant que le pouvoir du manipulateur commence à se dissoudre, car sa force ne se nourrit que de la réaction. Sans public, il n'y a pas de spectacle. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne contrôlons pas les actes des autres, seulement notre propre réponse. Cette sagesse devient un phare au milieu de la tempête. Le narcissique peut essayer de manipuler, de blesser, d'inverser les rôles, mais son arme perd son tranchant lorsqu'il rencontre quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu. Le silence conscient, loin d'être une passivité, est un bouclier invisible qui désarme sans effort. La libération exige aussi de retrouver la dignité personnelle. Le narcissique travaille pour convaincre sa victime qu'elle ne vaut rien sans son approbation. Rompre ce sort, c'est se rappeler chaque jour que la valeur d'une vie ne se mesure pas au regard de l'autre.
c'est reconstruire l'estime de soi fragmentée, brique par brique, jusqu'à ce qu'une forteresse intérieure que personne ne peut ébranler se dresse à nouveau. Une autre étape essentielle est de reconnaître que la culpabilité n'a jamais appartenu à la victime. Pendant le cycle de l'abus, le narcissique sème l'idée que tout conflit est de la responsabilité de l'autre. Se libérer, c'est rendre ce fardeau. Ne plus porter la honte qui n'est pas née dans son cœur, c'est comprendre que chaque douleur ressentie a été le fruit de l'ombre de l'autre et non d'une faiblesse personnelle. La libération intérieure demande aussi un détachement des illusions. La phase d'idéalisation, avec son éclat charmant, a tendance à devenir un souvenir qui retient. La victime rêve de retrouver ce moment, croyant qu'il existe toujours sous les couches de cruauté. Mais ce souvenir n'est qu'un masque. Le vrai éveil se produit lorsque l'on accepte que ce charme n'a jamais été réel, seulement une construction stratégique pour emprisonner. Dans ce processus, le stoïcisme se révèle à nouveau un allié. Il enseigne à séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas. Il dépend de nous de renforcer notre esprit, de choisir un silence ferme, de cultiver la clarté. Il ne dépend pas de nous de changer l'essence du narcissique. Cette simple distinction libère, car elle retire à la victime la responsabilité impossible de sauver quelqu'un qui ne souhaite pas être sauvé. La libération intérieure implique également de reconstruire des liens. L'isolement imposé par le narcissique est l'une des blessures les plus douloureuses. Se rapprocher d'amis, chercher du soutien auprès de personnes de confiance ou même dans des groupes de partage redonne à l'âme le sentiment d'appartenance. Ce réseau agit comme un sol fertile où de nouvelles racines peuvent pousser, remplaçant le désert émotionnel laissé par l'abus. Il est tout aussi vital de récupérer sa propre voix. Pendant longtemps, la victime parle avec les mots de l'agresseur, répète intérieurement ses critiques et ses jugements. Se libérer, c'est échanger cet écho contre un nouveau récit. Écrire, méditer ou simplement affirmer à voix haute sa propre valeur sont des gestes symboliques qui reprogramment l'esprit. Le mot qui autrefois emprisonnait peut devenir une clé de liberté. La libération exige également de la patience envers soi-même. Ce n'est pas un processus linéaire et des rechutes peuvent se produire. Parfois, le souvenir du masque séduit encore, le cœur désire encore croire en ce qui n'a jamais été. Mais chaque fois que la conscience revient, chaque fois que l'on choisit de ne pas retourner dans le cycle, c'est une victoire silencieuse. La liberté se construit par de petits choix répétés quotidiennement. Au fond, se libérer, c'est aussi regarder en soi et intégrer sa propre ombre. Jung nous rappelle que nous avons tous des obscurités, et la rencontre avec un narcissique malveillant peut être une invitation douloureuse à les affronter. L'apprentissage ne consiste pas seulement à fuir la manipulation, mais à reconnaître où nous sommes encore vulnérables, afin de ne plus jamais être capturés par les mêmes pièges. La libération intérieure ne signifie pas oublier la douleur, mais la transformer en sagesse. L'âme qui a tant souffert devient, paradoxalement, plus sensible, plus claire, plus capable de discerner. Ce qui était autrefois une blessure devient une cicatrice lumineuse, rappelant qu'il est possible de survivre et de renaître. L'expérience douloureuse cesse d'être une prison et devient un pont vers un nouvel horizon. Et peut-être que le plus grand triomphe est justement là. Le narcissique malveillant croit que sa victime sera à jamais le reflet de la douleur qu'il a causée. Mais quand elle s'éveille et trouve la force de vivre sans réagir, sans céder, sans porter les culpabilités des autres, elle prouve que l'ombre ne vainc jamais la lumière. La libération n'est pas seulement de s'éloigner de lui, mais de se retrouver soi-même. Et cette conquête est définitive. Reconnaître les signes d'un narcissique malveillant n'est pas seulement une protection, c'est un acte de sauvetage personnel. Carl Jung disait que l'ombre nous accompagne toujours, mais il appartient à chacun de décider s'il en sera le prisonnier ou s'il aura le courage de l'éclairer. Aujourd'hui, vous avez appris à voir au-delà du sourire séducteur, à percevoir la cruauté cachée et à identifier le contrôle silencieux.
C'est déjà un pas immense vers la liberté. Mais que ferez-vous de cette connaissance? C'est la question que je laisse en suspens. Le silence ferme peut être votre arme. La limite claire peut être votre libération. La décision de ne pas vous sentir coupable peut être votre victoire. Le choix est entre vos mains. Et c'est à cet instant que l'éveil commence réellement. Écrivez dans les commentaires une phrase courte qui symbolise votre décision. Cela peut être « Je choisis la lumière » ou toute autre expression qui représente votre libération. Votre voix peut inspirer d'autres personnes à reconnaître leur propre force. Et maintenant, je vous demande quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne, non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement envers vous-même à continuer d'apprendre, de grandir et de renforcer votre conscience. Chaque vidéo ici est conçue pour être une flamme de plus sur votre chemin de clarté et d'autonomie. Si ce contenu a touché votre âme, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Ensemble, nous allons construire une communauté qui choisit la lumière au lieu de l'ombre. N'oubliez pas, le pouvoir du narcissique malveillant n'existe que tant que vous y croyez. Quand votre conscience s'éveille, aucun masque ne peut vous emprisonner. La liberté commence à l'intérieur de vous et personne ne peut vous l'enlever.